Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ qui vient célébrer le cap des 7000 abonnés, atteint il y a quelque temps déjà. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à me suivre et à rendre justice à tout le travail que j'ai fourni en l'espace de 3 ans environ. Je suis bien conscient qu'à l'échelle de YouTube mon nombre d'abonnés n'est pas dément, mais je suis déjà très satisfait de celui-ci et je suis fier de ma communauté qui parvient toujours à m'enchanter par sa grande intelligence et sa bienveillance. Comme d'habitude, je vous avais demandé de me poser des questions pour l'occasion et je vais les traiter une à une en prenant mon temps. Par conséquent, la FAQ en question va avoir lieu en 2 enregistrements séparés parce que en l'écrivant, je me suis rendu compte que ça allait être très long. Donc bon, évidemment, je mettrai un timecode pour que vous puissiez aller à l'endroit qui vous intéresse le plus. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si je ne traite pas votre question dans celle-ci, ça sera dans celle que je vais publier juste après, et je vais enchaîner les deux, donc vous inquiétez pas. Je commence par une question de Ethan Jae. Des vidéos sur les philosophes orientaux. Comme je l'ai déjà dit, plus bas, il y a déjà mon enregistrement consacré à Lao Tzu et au taoïsme, qui est de mon point de vue une très bonne entrée en matière, mais effectivement, je n'ai pas encore pris le temps d'approfondir suffisamment les penseurs orientaux pour vous fournir des enregistrements de qualité et suffisamment étoffés, car vous savez que je mets beaucoup d'énergie et d'effort dans ce que je fais. Quitte à vous donner un nouvel enregistrement de ce type, autant que ce soit suite à un grand nombre de lectures successives. Mais pour vous donner une idée, je compte aborder d'ici l'an prochain, j'espère, les penseurs musulmans tels que Averroès ou Avicenne. Je compte également consacrer une au Bouddha, parce qu'après tout, ce serait dommage de ne pas prendre le bouddhisme à la base. Et je compte aussi traiter Nagarjuna, qui est un moine bouddhiste à la pensée réputée pour être grandiose, mais aussi très difficile d'accès. Il s'agira des stances du milieu par excellence, qui demeure son ouvrage de référence. Donc voilà, restez fidèles et vous serez récompensés. Vous verrez que je ne suis pas si prévisible que cela. J'ai d'ailleurs prévu d'autres enregistrements sur des auteurs qu'on ne m'a pas forcément suggérés. Ensuite, une question de Annie Balkan. Bonjour Philomane et félicitations pour vos 7000 abonnés, même si vous en mériteriez plus, et comment. J'ai de nombreuses questions, mais j'en ai une en particulier. J'aimerais connaître votre avis sur le déterminisme et le libre arbitre, et si la position de Nietzsche à ce sujet est contradictoire ou pas. Peut-être en avez-vous déjà parlé, mais je n'ai pas encore écouté tous vos audios. Merci, bonne continuation. Eh bien, ma position sur le libre arbitre est simple en réalité. Elle correspond en tout point à celle que je développe dans ma vidéo sur l'essai sur le libre arbitre de Schopenhauer, qui est assez proche philosophiquement de ce que l'on nomme le compatibilisme. Je pense tout simplement que le libre arbitre est une fiction totale, ou en tout cas qu'il s'agit d'une illusion si on adopte un point de vue totalement sartrien, qui considère que l'on est absolument libre de décider de l'influence initiale que nos motifs vont avoir sur nous. Autrement dit, je m'oppose à une liberté qui serait une pure indétermination ouvrant la voie à tout et n'importe quoi, et laissant croire à l'homme que tout est une question de choix sans cesse potentiellement renouvelable, comme si rien d'inné ne présidait à ces choix. En revanche, je crois tout de même au libre arbitre, entendu dans le sens d'une volonté délibérant à partir de motifs, ceci étant orienté selon nos préférences liées à notre caractère. Donc oui, on fait ce que l'on veut d'un point de vue physique, et encore ça dépend, mais on ne décide pas d'être celui qui décidera une chose plutôt qu'une autre. Et concernant Nietzsche, il n'y a aucune contradiction puisque c'est un déterministe pur et simple qui part du principe que nos actions sont liées à ce que nous sommes étant comparé à un immense réseau de forces agissant les unes sur les autres et déterminant nos actions. Et puisque nous n'avons strictement aucune conscience de cette complexité atomique qui nous caractérise, notre identité est d'une simple construction d'ailleurs. Pour lui, on devrait dire ça pense, le ça étant indéterminé plutôt que je pense. Et il explique dans Par-delà le bien et le mal, au 2e chapitre si j'ai bonne mémoire, j'ai lu ça il y a longtemps,
que toute notre grammaire, à commencer par le sujet et ses attributs, est empreinte de croyances dont la fonction est moralisatrice et vise à responsabiliser des individus qui ne font qu'agir selon leurs pulsions instinctives. C'est vraiment un trait caractéristique de l'homme pour Nietzsche de chercher à moraliser une réalité qui n'a rien de moral. On dit j'ai fait ça par exemple, alors que la formulation exacte serait plutôt ça a engendré telle pulsion, puis provoqué telle réaction. Donc pas de liberté chez Nietzsche, si ce n'est à titre de fiction culpabilisante, servant aux théologiens, comme je l'avais expliqué d'ailleurs, dans un enregistrement bien vieux. De toute façon, que ce soit pour lui ou Schopenhauer, c'est avec son corps que l'on pense, donc pas de pensée ou d'action qui soit indéterminée et causée par un sujet tout-puissant et à l'abri de tout déterminisme. Ensuite, une série de questions de Adam Hayw, je sais pas si je prononce bien. Quelle appréciation philosophique donneriez-vous sur l'attitude de Mindful Philosophy qui a plagié ou contrefait votre travail sur sa chaîne? Autrement dit, qu'est-ce qui en philosophie censure une telle attitude ou comportement? Comment pouvons-nous inspirer des philosophes, je pense qu'il a voulu dire nous inspirer des philosophes, pour blâmer des comportements qu'on observe au quotidien et qui vont parfois à l'encontre des normes sociales? Décrivez-nous votre parcours universitaire et les difficultés rencontrées. Que conseilleriez-vous à un jeune universitaire qui veut faire comme vous? Pour ceux qui auraient loupé un gros épisode, ma chaîne a été plagiée par un individu qui s'est localisé aux États-Unis avec un VPN et qui a pompé les textes d'une de mes vidéos sur Husserl et d'une de mes vidéos sur Hume. Dans un premier temps, il a supprimé celle sur Husserl, mais un grand nombre de vidéos qu'il a volées au précepteur, car c'est lui qui m'a prévenu que je m'étais fait voler moi aussi, ainsi que celle sur Hume, était toujours sur sa chaîne, jusqu'à très récemment. Du coup, c'est pas plus mal que j'ai été ralenti dans ma progression par les horribles corrections du bac, parce que ça me permet d'être à jour par rapport à l'affaire Mindful Philosophy et de vous faire un retour. En fait, ça a eu lieu en deux temps. D'abord, il a paniqué lorsqu'on lui a mis le nez dans le caca, Charles Robin et moi, qui intervient dans sa vidéo où il le dénonce. Il a supprimé sa boutique en ligne, ainsi que certaines vidéos. Puis tout récemment, le précepteur lui a envoyé une mise en demeure qui formalise la nécessité de supprimer pour de bon les contenus plagiés ou disons contrefaits, s'il veut éviter le procès. Une mise en demeure, c'est quand vraiment on vous met directement le flingue sous la tempe, on vous dit bon bah là c'est bon, tu fais ce qu'on te dit, sinon c'est le procès mon coco, voilà, donc c'est vraiment une injonction à obéir aux demandes que l'on formule pour éviter de se retrouver avec ou des peines de prison ou une grosse amende. Donc il a donc supprimé enfin les vidéos qu'il nous avait volées, mais il a fait comme si elles avaient été supprimées par YouTube, ce qui est faux. YouTube les a supprimées, ouais, c'est ça. Donc il nous a pris pour des andouilles jusqu'au bout, mais on va se contenter du fait d'être enfin arrivé à un résultat satisfaisant. Je vais pas revenir sur les détails de cette affaire que vous connaissez sûrement de toute façon, ni expliquer pourquoi YouTube a laissé ce forban agir comme il l'entend, car avec Charles, on n'est même pas sûr d'avoir compris tant c'est absurde. Par contre, concernant l'appréciation philosophique, là on est du côté de la philosophie morale. On peut dire, sans exagérer, que ce type n'a aucune éthique, puisqu'il exploite un travail qui n'est pas le sien et qu'il en tire un bénéfice. Mais l'ironie dans tout ça, je trouve, c'est que dans ma vidéo sur Husserl, je mettais justement en garde contre les dérives de l'IA et expliquais que selon lui, la science devenait potentiellement dangereuse à partir du moment où elle oubliait le monde commun et partagé dans lequel pourtant elle déploie son activité. Autrement dit, on développe, on programme, on veut savoir jusqu'où le savoir-faire de l'homme peut aller, et on se rend compte que, mince, on est dépassé, et n'importe quelle personne malhonnête peut assouvir d'autant plus facilement et efficacement ses penchants en faisant traduire un contenu sans le moindre effort
et le faire lire par une voix synthétique. Oui, parce que c'est quand même un gros paresseux, rappelons-le, ce mec. Donc si il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle pour traduire d'autant plus facilement un contenu, je pense que Charles Robin et moi, on n'aurait pas été importunés, hein. Je pense l'avoir dit de façon à peine voilée dans mes enregistrements récents consacrés à Kant. C'est d'ailleurs en partie à cause de ça que j'ai ressenti le besoin urgent de me ressourcer à sa pensée, mais c'est la dignité humaine qui empêche de devenir un mindful philosophie. Personnellement, je ne dis pas ça pour m'ériger comme un père la morale, mais je n'ai jamais triché une seule fois dans ma vie, même à l'école. C'est d'ailleurs pour ça que je suis capable d'être particulièrement acerbe avec les élèves qui me prendraient pour un idiot en trichant, tout du moins en essayant parce que les pauvres ils n'y arrivent pas. Tricher en s'attribuant les performances ou les mérites d'un autre que soi, ce n'est pas tant violer la morale kantienne en faisant de l'autre un moyen en vue d'une fin égoïste, c'est aussi de façon encore plus perverse se nier en tant que sujet qui dispose d'une volonté propre et d'une autonomie qu'il doit exercer afin de faire valoir sa propre humanité. Je sais que la notion de dignité est une notion qui met mal à l'aise parfois les spécialistes en éthique, car elle leur pose des soucis de définition, ceux-là même qui préféreront d'ailleurs souvent l'utilitarisme moins profond mais plus efficace en apparence que le kantisme, mais je pense qu'on peut se risquer à une définition qui serait le fait de ressentir en soi-même les mérites de sa propre faculté à résister à l'effort et à disposer de sa propre autonomie tant sur un plan physique qu'intellectuel. Alors, certains me rétorqueront que Mindful Philosophie en dispose et qu'il a utilisé son autonomie physique et intellectuelle pour nous tromper, Charles Robin et moi-même, mais non, puisque le moyen par lequel il subsiste en tant que Mindful Philosophie ne demande aucun effort et qu'il demeure l'esclave d'une IA dont il n'est nullement l'auteur s'il veut créer du contenu. De façon générale, ça m'évoque un problème plus profond et qui me touche en tant qu'enseignant, car il y a des bruits de couloir selon lesquels les élèves se mettraient déjà en tête, pas mes élèves actuels mais ceux un peu plus jeunes, qu'un jour ils n'auront plus besoin de savoir écrire, parler une langue étrangère, calculer ou réfléchir comme nous le faisons quand nous philosophons, car l'IA pourra tout faire pour nous si nous lui demandons. À supposer que cela arrive, seule la dignité, qui fait la grandeur de l'homme et qui repose dans sa capacité à accepter son imperfection et à y remédier autant que possible par lui-même, pourra nous sauver. Et c'est peut-être là que la philosophie a un rôle à jouer, raison pour laquelle je compte faire la guerre à toutes ces dérives nihilistes propres à cette époque de mon côté qui, je vous l'avoue, m'exaspèrent de plus en plus. Je pense que les philosophes doivent nous inspirer, tout d'abord par leur exemple, car peu importe leurs défauts humains, ils ont tous apporté quelque chose de précieux à la réflexion humaine, par leurs efforts, justement, et surtout leurs concepts sont des outils qui peuvent nous aider à affiner notre jugement et prendre du recul sur une situation, comme je l'ai fait avec Kant par exemple. Il y a toujours des blaireaux qui pensent que la philo sert à rien, pour info, hein. Vous voyez, là Kant par exemple m'a inspiré présentement dans ma réflexion sur la dignité. Donc, maintenant, concernant mon parcours universitaire, j'en ai déjà un peu parlé dans la précédente FAQ, mais il est assez classique. J'ai validé un master de philosophie sans difficulté avec de très bonnes notes. La difficulté que j'ai rencontrée s'est plutôt posée quand il m'a fallu devenir professeur de philosophie pour gagner ma vie, parce qu'il y a un moment où la philo c'est bien joli, mais il faut manger, hein. Et aussi par vocation par la suite évidemment, je fais pas ça par défaut. En fait, j'avais de très bons profs, excellents même parfois, mais le souci c'est que les impasses philosophiques étaient vraiment grandes si je me basais uniquement sur les cours que j'avais, et si je voulais prétendre à une culture philosophique qui soit satisfaisante. En fait, sur le plan de la méthode, j'avais déjà une base solide, j'avais quelques connaissances, mais ça ne suffisait pas pour écraser la concurrence bien lourde que l'on a en face de soi quand on passe le CAPES ou l'agrégation de philosophie. D'ailleurs, étant donné que j'ai une certaine expérience de ces concours, je pourrais toujours donner des conseils à ceux que ça tente dans une prochaine vidéo.
J'ai vu que ça se faisait de plus en plus sur YouTube. Mais le pire, c'est que je gérais mal mon stress et mon temps le jour J. J'avais beaucoup de mal à résister à la pression des 5 heures pour pondre la meilleure dissertation aux explications de texte possibles. Évidemment, j'y suis arrivé au bout du compte, avec des notes excellentes qui m'ont vengé. J'ai réussi les oraux du premier coup d'ailleurs, alors que j'en ai vu un paquet ne pas y parvenir avant moi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les oraux sont peut-être encore plus durs que les écrits, même si le ratio est en apparence plus généreux. Mais je ne vais pas expliquer ici pourquoi. Toujours est-il que si c'était à refaire, je lirais et j'étudierais beaucoup plus de philosophie en autodidacte, comme je l'ai fait finalement. Je m'y suis mis à le faire de plus en plus une fois passé le master, et je me reposerai beaucoup moins sur les cours que j'avais. J'avais aussi cette croyance fausse, sur laquelle je reviendrai une prochaine fois peut-être, que l'on pouvait réussir le concours en connaissant bien les auteurs les plus classiques entre guillemets. Eh ben non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai dû développer la culture philosophique la plus exhaustive possible, et que je continue d'y travailler d'ailleurs. Maintenant que je suis assez occupé car j'ai à cœur de donner le meilleur de moi-même pour faire réussir mes élèves, j'ai parfois une certaine frustration parce que j'ai l'impression d'être toujours en dessous de là où je pourrais hypothétiquement être, mais je vais travailler sur moi et continuer à faire des efforts pour être toujours plus digne, on y revient, d'enseigner à un niveau toujours plus élevé, ce que me permet de faire un peu ma chaîne puisque je sais que je suis principalement suivi par des étudiants post-bac finalement. J'ai l'impression que ma petite vidéo récente sur les 20 conseils pour ne pas rater le bac de philo, elle a pas touché beaucoup le public de ma chaîne. Bon, j'ai d'ailleurs une thèse de doctorat sur laquelle j'avais commencé à plancher. Je pense avoir trouvé quelques idées originales qui seraient dignes d'être partagées, mais je dois encore approfondir certains points, surtout ceux liés à la philosophie contemporaine si je veux que mon travail aboutisse un jour. Je conseille donc à un jeune universitaire de ne surtout pas perdre de temps, de ne pas douter de lui, de s'instruire par lui-même autant que possible et de nourrir sa propre curiosité pour la philosophie. Il aura sans doute moins de regrets que moi par la suite, parce que j'avais pas prévu de vous en parler, mais là je viens de repenser à quelque chose. C'est qu'il y a vraiment eu plusieurs étapes dans mon rapport à la philosophie et dans la passion que j'avais à son égard. C'est comme dans un couple en fait. Il faut entretenir la passion, il faut faire de nouvelles choses, faire de nouvelles propositions. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui s'entretient. Et c'est vraiment en faisant de nouvelles découvertes philosophiques que ma passion a gagné en profondeur avec les années par la suite. Donc, dans tous les cas, mon conseil est assez simple. Ne pas perdre de temps, ne pas trop douter de soi et foncer. Ensuite, une question de Mélandilette, mon fidèle abonné. Comment préparez-vous un audio? En moyenne, le temps que cela vous prend? Quelle satisfaction tirez-vous de votre travail? Et avez-vous des projets en lien avec la philosophie autres que votre chaîne YouTube? Désolé par avance si vous avez déjà traité ces questions. Eh bien, c'est très simple, pour ce qui est de la forme, étant donné que je m'appuie sur un logiciel en ligne très facile à utiliser pour fusionner mon audio avec une image. Le plus difficile, étant donné que Philoman est une chaîne qui repose essentiellement sur le fond, comme vous l'aurez sans doute déjà remarqué, c'est l'écriture, dont la longueur dépend du sujet traité et de l'auteur. Si je connais déjà bien l'auteur, ce qui est de moins en moins le cas car je continue d'apprendre des choses de mon côté, cela peut me prendre environ 2 heures d'écriture, plus le temps de l'enregistrement sans compter celui de la mise en ligne, donc au minimum 3 bonnes heures si tout est déjà prêt dans ma tête et si l'enregistrement n'excède pas les 20 minutes, ce qui est de plus en plus rare. En revanche, pour ma dernière vidéo sur Maître Eckhart, par exemple, j'ai dû relire des textes et lire de nouveaux textes, faire un travail de recherche personnel, et là par contre, ça se comptabilise en jours, avec de nombreuses heures éparpillées sur ces jours-là. Je dirais qu'une douzaine d'heures est un minimum pour les grosses vidéos qui dépassent la demi-heure et pour lesquelles un travail de recherche et d'analyse inédit a été mené. C'est pas parce qu'il y a juste ma voix, une image, qu'il n'y a pas un énorme travail derrière.
Donc, si jamais il y en a qui pensent que je mérite pas plus de reconnaissance parce que je suis pas en train de faire des montages épileptiques et avec des blagues débiles, hein, c'est... Eh ben voilà, moi je sais plus quoi dire. Donc ça doit faire environ un an qu'environ 2 vidéos sur 3 sont des connaissances que je n'avais pas avant de réussir le CAPES de philosophie, si ça peut en rassurer certains. Pour ma dernière vidéo sur Maître Eckhart, j'ai dû y passer environ une dizaine d'heures, peut-être un peu plus car je l'ai beaucoup relu en amont. La satisfaction que je tire de mon travail est avant tout personnelle et ressemble un peu à la description bergsonienne de la joie. C'est vraiment le fait de ressentir que l'on a apporté quelque chose de nouveau, qui soit le résultat de son propre travail. Maintenant, il y a aussi la satisfaction d'être utile aux étudiants et aux curieux qui croiseraient ma route et apprécieraient mon travail à sa juste valeur. Je pense que si j'avais connu Philoman en étant étudiant, j'en aurais sans doute tiré un certain profit. Donc je suis content de pouvoir offrir aux gens un supplément non négligeable à côté de leurs études ou lecture personnelle. Et puis, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que ce que je fais est d'utilité publique et ne s'adresse pas forcément qu'à des initiés. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir tous les retours élogieux que je peux recevoir. Il y a parfois un commentaire lunaire ou injuste qui fait son apparition car on est sur YouTube et les cons, pardonnez-moi l'expression, ils sont légion. Mais globalement, je ressens une satisfaction personnelle très profonde dont je ne peux me passer à l'heure actuelle. Maintenant, rien ne pourra remplacer à mes yeux le remerciement de mes élèves arrivés à la fin de l'année scolaire en tant que professeur sur le terrain, mais Philoman m'aide peut-être à guérir certaines blessures passées si ça se trouve. Je ne l'avais jamais envisagé sous cet angle, mais Mélan Dillette sera un excellent psy, puisqu'il me fait me dévoiler à moi-même certaines pistes. Pour ce qui est de mes projets actuels, en lien avec la philosophie en dehors de ma chaîne, j'en ai 2 principaux. Le plus récent, c'est mon collègue de lettres, auquel je passe le bonjour s'il m'écoute, qui me l'a suggéré. Il s'agirait d'un manuel scolaire à destination des élèves de terminale, qui passerait l'épreuve de spécialité HLP, croisant philosophie et littérature. Je n'ai pas encore planché dessus, mais j'ai quelques idées, et le jour où nous aurons finalisé ce projet, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. L'autre projet est un projet qui me tient particulièrement à cœur, mais que j'ai délaissé. Il s'agirait de ma thèse de doctorat dont je vous parlais juste avant, qui sera consacrée à l'oubli de la notion de nature. Au départ, je comptais la faire sur Schopenhauer et la façon de concevoir la destruction, voire l'autodestruction à l'œuvre dans la nature et chez l'homme, qui entre en tension avec une partie de la théorie de l'évolution de Darwin. Mais puisque je ne suis pas germanophone et que, en gros, si vous parlez pas allemand couramment, on vous dit « Mais de quel droit osez-vous faire votre mémoire sur un auteur allemand ?» Je me suis vite découragé, j'ai prévu de faire quelque chose de plus personnel que prévu, qui parlera pas mal d'auteurs français, qui mêlera le matérialisme d'ailleurs d'un auteur du XVIIIe siècle aux considérations contemporaines de certains auteurs français récents, Foucault notamment. Je ne tiens pas spécialement à faire une thèse d'histoire de la philosophie, et mon but sera de montrer en quoi la notion de nature a été abandonnée progressivement pour des raisons politiques, et quelles conséquences profondes cela entraîne sur notre rapport au monde. J'ai commencé à développer des idées qui me sont propres, mais je veux m'assurer qu'elles soient présentables, et que mes concepts ne soient pas trop creux avant de les exposer. Pour être honnête, il va me falloir du temps et peut-être que j'abandonnerai mon activité sur YouTube de façon momentanée à ce moment-là, mais ce n'est pas encore prévu. Donc voilà. Question suivante de non. Brillant étudiant spécialiste justement de Schopenhauer, ce qui le rend infiniment respectable, bien sûr. Vu qu'un nouvel enregistrement sur Maître Eckhart semble prévu pour bientôt, je suis curieux de connaître vos rapports actuels et passés à la spiritualité en général, pour ne pas simplement dire religion, même si cela en fait naturellement partie, ainsi que l'influence de la philosophie sur une éventuelle évolution de ces rapports. C'est une très belle question, très profonde, qui me force à me dévoiler une fois encore. L'enregistrement auquel non fait référence est sorti tout récemment, donc vous irez l'écouter si ça vous chante, si c'est pas encore fait.
Il faut savoir que j'ai un parcours assez particulier par rapport à la religion, puisque j'ai été tour à tour athée, déiste, puis pour finir, croyant à tendance mystique. En fait, je n'ai jamais été baptisé parce que mon père, et je le remercie d'ailleurs, a décidé de nous laisser le choix de notre religion plus tard à ma sœur et moi. Ma mère voulait nous baptiser étant jeune, sachant qu'elle n'est nullement croyante ou pratiquante, et que c'était vraiment une mesure dite de tradition, une forme d'automatisme sans conviction derrière. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ont été baptisés de façon mécanique, mais sans conviction, hein. Il y en a énormément. Alors, par la suite, mes parents ont divorcé, j'ai ma mère qui était toujours non-croyante, et mon père qui, lui, s'est enfoncé dans la religion. Je ne dirai pas de quelle confession il est exactement dans cette vidéo, mais disons que c'est quelque chose que l'on peut qualifier de très au pied de la lettre s'agissant de la Bible. J'ai donc reçu une éducation alternant un peu entre deux mondes différents et opposés. Or, dès l'âge de 11 ou 12 ans, j'avais compris que je ne croyais pas vraiment en Dieu, hein, que y a rien à faire, j'y arrivais pas, et que c'était des mythes dans le meilleur des cas pour ne pas dire autre chose. Mais ensuite, arrivé en fac, j'ai approfondi ma culture philosophique, et justement j'ai découvert de façon sérieuse la critique de la raison pure de Kant, et là, Kant m'a mis un doute sur l'existence de Dieu. Quand j'ai découvert son concept de choses en soi à l'âge de 17-18 ans, j'ai dû admettre que la position athéiste était finalement aussi dogmatique et potentiellement fausse que la position du croyant qui affirme que Dieu existe et qu'il est la seule vérité qui soit. Par conséquent, j'en suis venu à admettre son existence, mais seulement en tant que premier principe logique et incertain, du fait qu'il réponde à notre besoin de logique et de structuration mentale, de trouver un début à ce qui est. Hein, c'est un besoin de la raison, mais rien de plus que ça. J'étais aussi influencé par le matérialisme de Spinoza, puisque j'étais réceptif à son déterminisme dès la terminale. J'hésitais donc entre le panthéisme et le déisme pur et simple, pour finalement y adhérer. Je croyais donc davantage en un dieu impersonnel et non comparable à l'homme qui aurait généré l'univers et le monde, mais dont on ne sait rien et dont on ne peut rien dire. Et là, j'ai découvert successivement Schopenhauer, qui reste sans doute le philosophe m'ayant le plus marqué au cours de mon parcours, à tel point que je plains sincèrement les gens qui auraient fait l'impasse sur sa philosophie et seraient devenus agrégés ou certifiés malgré tout. Et finalement, assez récemment, Maître Eckhart. Le premier, Schopenhauer, a confirmé toutes les intuitions profondes que j'avais sur le monde, jusque-là, mais sans parvenir à les mettre en mots. Et Maître Eckhart, quant à lui, m'a réconcilié avec la notion de Dieu, ou plutôt m'a permis de concilier mon déisme avec une vision chrétienne de la foi compatible avec l'influence bouddhiste de Schopenhauer. Donc, à l'heure actuelle, je serai une sorte de chrétien non baptisé à tendance bouddhiste, pour résumer. Et si vous voulez savoir ce que pense Maître Eckhart, eh bien, il y a 2 excellents enregistrements qui vous attendent là-dessus. Donc, autant dire que je suis difficile à classifier, que pas grand monde, peut-être, me comprendrait en réalité. Ce sur quoi j'insisterai, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre philosophie et spiritualité, ni entre philosophie et religion, comme on le pense souvent hâtivement, en pensant aux Lumières et aux saillies de Nietzsche ou de Marx contre la religion. Évidemment, la plupart des philosophes ne sont pas des théologiens, mais ils ne sont pas non plus des athées, encore moins vindicatifs. En réalité, Dieu est utilisé très souvent au niveau métaphysique comme un concept ou un élément explicatif par rapport au réel, de façon d'ailleurs généralement assez peu convaincante, je trouve, hein, n'est-ce pas Descartes ? Pour moi, la philosophie offre une palette de réflexions honnêtes sur le fait religieux, même et sur sa nature, et permet vraiment de voir si un chemin à Dieu, par le biais de la raison, est possible ou non. Et elle permet d'ailleurs par cela même d'endiguer le fanatisme et l'obscurantisme qui reviennent toujours de manière nauséabonde chez les esprits faibles et peu éduqués à la réflexion. Donc la philosophie, loin de m'avoir fait divorcer pour de bon avec la religion, a peut-être été le biais principal, m'évitant de cloisonner mon esprit
et de devenir un simple athée radical et même un peu bête comme peuvent l'être parfois certains collègues. Cela dit, j'ai un rapport tellement personnel et original à la religion à l'heure actuelle que je pense ne plus pouvoir être compris par grand monde, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, une question de LMZDev, DEV, de Démocrite à la mécanique quantique, 2500 ans de matérialisme et pas un mot sur Démocrite. Quel est le statut des mathématiques, où les lois de la physique sont-elles une métaphysique, où la constante pi existe-t-elle avant de dessiner un cercle? Alors je ne sais pas si le pas un mot sur Démocrite est un tort qui m'est reproché à moi ou en général, mais il me semble que le grand Aurélien Barraud, qui fait partie des physiciens philosophes à la pointe, l'évoque régulièrement. En tout cas, je sais qu'il a écrit sur Démocrite. Pour ma part, j'ai déjà traité de l'atomisme d'Épicure à quelques reprises, même si ce n'était pas de façon spécifique, mais oui, j'aurai l'occasion de me pencher sur Démocrite à l'occasion. Ou en tout cas, car il faut souligner que ses intuitions sont parmi les plus géniales qui soient pour la pensée philosophique et scientifique. Penser l'atome, ce n'est pas rien tout de même. En ce qui concerne le statut ontologique des lois physiques et des mathématiques, j'en discute parfois avec des élèves ayant la fibre scientifique et se passionnant pour ces questions, et je dois avouer que je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que la réalité dans son ensemble n'a de sens que pour un sujet capable de se la représenter, et que les lois qu'il y découvre sont d'une manière ou d'une autre déjà déterminées par son cerveau. Je ne crois pas qu'il y ait de consensus là-dessus, mais il me semble que les mathématiques sont apparemment des abstractions produites par l'esprit humain qui se trouvent avoir une certaine correspondance avec la réalité, qui n'a de sens que pour ce même esprit. Il est fort probable qu'il n'existe nullement de manière objective en tout cas, de la même façon que les lois physiques que l'on retrouve dans les grands paradigmes scientifiques, que ce soit l'attraction newtonienne ou la courbure de l'espace-temps d'Einstein, ne sont jamais que des grilles servant à décrire la réalité, sans jamais parvenir à une connaissance absolue et irréfutable. Question suivante de Charles Varlet. Hey Philomane, smiley, j'ai des idées de questions pour cette nouvelle FAQ. Penses-tu qu'un jour Philomane puisse faire tomber le masque? As-tu déjà eu envie de te montrer sur YouTube? Aussi, est-ce que Philomane pourrait un jour avoir un acolyte, comme Batman et Robin? Est-ce que Philomane est un loup solitaire? Et y a-t-il une philosophie League? Quel rapport entretiens-tu avec les autres réseaux sociaux? Aimerais-tu avoir un public plus large? Enfin, est-ce que Philomane a un compte OnlyFans? Merci à Philomane pour toutes ces vidéos. Toujours inspirantes et qui aident aussi ses jeunes collègues dans le métier. Et qui sont aussi une bouffée de philosophie dans le quotidien. Merci à toi, c'est très gentil. J'ai déjà pensé à me montrer sur YouTube de façon pure et simple. On m'avait dit d'ailleurs au début que je ferais sans doute plus de vues si on voyait ma tête. En plus, bon, j'ai un physique avantageux, donc ça serait bête de pas en profiter. Non, mais évidemment, je plaisante, je précise au cas où, parce qu'il y a toujours des gens Michel premier degré. Mais qu'est-ce que j'allais dire Mais honnêtement, des fois, il y a des chaînes, vous savez, sur YouTube, enfin j'en vois, qui font moins de vues et qui ont moins d'abonnés que moi, et pourtant on voit la tête des personnes et ils parlent face cam, alors j'en suis même pas convaincu. Bon, après, peut-être que ça ferait grimper mon nombre de vues et que les gens sont contents d'avoir un visage derrière la voix qu'ils ont l'habitude d'écouter, mais bon, je vais quand même répondre à ce point. Tout d'abord, il y a des raisons techniques. Je n'ai pas de caméra. Je peux utiliser la webcam de mon ordi, mais je suis pas sûr que ce soit top. Et je sais pas comment faire pour avoir toujours un son de qualité raisonnable en me filmant avec le micro que je possède. D'ailleurs, j'avais songé à faire cette FAQ en live et en direct, mais je me sens plus à l'aise en ayant réfléchi en amont aux questions posées. Pour résumer, je pense que je ne serais pas très bon sans caméra et avec la nécessité de lire un minimum un texte, tout en faisant semblant de vous regarder les yeux dans les yeux. J'ai déjà envisagé de me montrer en vrai, lors d'entretiens potentiels, mais je n'ai pas eu cette occasion. Bon, là par contre ça me dérangerait pas parce que je répondrais du tac au tac et puis bon, il n'y aurait pas ce souci-là en fait dont je vous ai parlé avant.
Maintenant, quand Épicure dit que pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché, je pense qu'il y a une grande sagesse derrière, et j'aime bien le fait de m'effacer en tant qu'individu derrière la pensée des auteurs, tout du moins physiquement, puisque ce genre de FAQ a pour but de me rendre plus facile à cerner pour mes abonnés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que notre image nous appartient de moins en moins, donc autant se montrer le moins possible. Je pense que vous avez vu un peu les horreurs que les IA permettent de faire maintenant simplement avec une image. J'ai trouvé mon acolyte récemment en la personne non pas de Robin, tel Batman, mais de Charles Robin et non Robin, qui a été un allié de poids pour vaincre le Joker de la philosophie sur YouTube, qui est Mindful Philosophy, et je l'en remercie par ailleurs, parce que seul ça aurait été trop compliqué pour moi. Mais sinon, à part Charles Robin, qui est un allié et un compagnon d'armes pour Philo Batman, je suis un poor lonesome teacher et ça ne me dérange pas pour l'instant. D'autant plus qu'au vu des abonnés intelligents et de qualité qui me suivent, je ne me sens pas si seul que cela. Concernant les réseaux sociaux, je les déteste. J'utilise Facebook parce que Messenger est bien pratique pour communiquer avec des proches, mais ma page Facebook ne sert quasiment à rien. Je la conserve parce que certains abonnés peuvent ainsi me contacter de manière privée et que c'est tout de même assez pratique. Voilà. Sinon, les réseaux sociaux sont principalement des outils faisant ressortir parfois le pire de ce que l'humanité peut posséder, en termes de germes défectueux, pour moi en tout cas, en plus de nous faire perdre un temps précieux. Je ne souhaite pas nécessairement avoir un public plus large. Si en faisant un contenu de qualité tel que le mien, il n'y a que 7000 personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, eh bien tant pis. Je n'ai pas la prétention d'arriver un jour à 900 000 ou même à 100 000 abonnés. Et pour y arriver, il faudrait que je change peut-être radicalement certains trucs et j'en ai pas envie. Donc pour l'instant je continue comme ça. Par contre, dans l'éventualité où ce que je fais peut intéresser plus que 7000 personnes, je suis tout à fait ouvert à l'éventualité d'attirer plus de monde, oui. Et pour le compte OnlyFans, non, je n'ai pas prévu de montrer ma tête, donc je ne vais pas procéder différemment pour le reste de mon anatomie, bien que je ne doute pas du succès fulgurant qui serait le mien si je procédais ainsi. Et on vit dans un monde où ne pas vendre son âme ou son corps, ce qui peut parfois revenir au même si on adopte un point de vue moniste, eh bien c'est parfois compliqué. Hein. Merci à toi pour ton commentaire. Ensuite, si on revient à une vraie question sérieuse, on a le commentaire de Ouma Meliani qui me demande: une autre question me taraude l'esprit depuis que je m'intéresse à la philosophie. La philosophie a-t-elle un lien intime avec la mystique? Spinoza commence son éthique par nous parler de Dieu. Pascal a vécu son expérience mystique, qui nous est parvenue dans le mémorial Platon, et qualifié de mystique par Simone Weil. Je vous serais bien reconnaissant si vous pouvez me répondre. D'avance, merci. Merci à toi pour cette question intéressante. Spinoza commence effectivement son éthique par Dieu, mais je ne pense pas que ce soit de la mystique, car son approche reste celui d'un rationaliste qui met sur un même plan finalement la connaissance de Dieu et celle de la nature. Autrement dit, vous pouvez être un grand scientifique matérialiste, vous serez, d'un point de vue spinoziste, vous serez un grand théologien, donc on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec la mystique. D'ailleurs, l'élévation aux idées adéquates chez Spinoza n'est pas possible sans le soutien antérieur de l'expérience associée à la réflexion. Donc effectivement, c'est du rationalisme dépourvu de mystique, qui repose sur une saisie intime et intérieure de ce qu'il y a de divin et de transcendant, dépassant toute raison et tout cadre de connaissances scientifiques, justement pour le mystique. En bref, Spinoza reste encore trop scientifique dans sa méthode et sa démarche pour être rangé dans une catégorie mystique. Il s'agit toujours de comprendre les choses à partir de leur cause. Concernant Pascal et Platon, c'est déjà différent, même si idéaliste serait plus approprié pour Platon, qui considère l'intuition comme permettant l'accès aux opinions droites. Disons que Platon est encore proche de la raison et de la valorisation d'ailleurs des mathématiques, qui évoquent certains aspects propres aux rationalistes ultérieurs.
Mais j'arrive à comprendre qu'on puisse le considérer comme un mystique, hein, puisqu'il situe la vérité comme étant ailleurs que dans la réalité matérielle et physique qui nous entoure. Pascal m'évoque plus le mysticisme, car il admet les limites du rationalisme, tout en faisant un pas de côté par rapport à la raison. Pour lui, ce n'est pas la raison qui nous fait saisir les premiers principes mathématiques, par exemple, mais le cœur. Donc vous voyez qu'on est déjà bien plus proche de ce qu'on pourrait qualifier de mystique. Il y a cette idée que la vérité n'est pas limitée aux seules sciences, et notamment dans leur fondation. Donc quelque part, Pascal m'évoque plus une forme de mystique qui considère le divin sous l'angle de la révélation intime et affective. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes, hein, tout de même, mais il est clair que Platon est davantage mystique que Spinoza, et que Pascal l'est encore plus que les deux autres. Toutefois, la rationalité ne disparaît jamais réellement chez ces auteurs, même chez Pascal, hein, puisqu'il y a bien l'ordre de la raison quand même dans sa théorie. Donc il serait toujours risqué de les ranger dans cette catégorie, même si Pascal n'en est pas trop loin. Je pense que les auteurs mystiques sont davantage ceux qui renoncent à la rationalité, comme Lao Tse ou Maître Eckhart, qui sont les premiers à me venir en tête. Là au moins on prend pas trop de risques en termes de caractérisation historique. Mais c'est vrai que, à part Maître Eckhart, hein, je dois reconnaître que pour ce qui est de la mystique, il faut principalement aller chercher en Orient, hein. Ensuite, Mohamed Agan, ou Mohamed Agan, là encore je sais pas si je prononce bien, me demande: certains considèrent la déconstruction comme un fléau pour la jeunesse, et j'ai même lu que Chomsky l'a qualifié de bavardage sans intérêt. Pourrais-tu m'éclairer là-dessus ? Ça me fait penser, en lisant sa question, qu'il existe une confrontation célèbre, un débat entre Chomsky et Foucault. Chomsky d'ailleurs qui est très vieux, mais qui n'est pas encore décédé au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc si jamais vous l'avez pas vu, c'est intéressant. Eh bien, je le ferai volontiers, hein, de répondre à cette question, car j'ai prévu d'écrire dessus et de faire des recherches poussées pour avoir un avis aussi construit et nuancé sur un sujet généralement polémique et clivant. J'ai commencé à chercher des sources de documentation, mais en attendant, j'ai peur de ne pas avoir un avis très intéressant. Je peux donner un préavis, en revanche, c'est pas un jeu de mots, hein, j'appelle ça un préavis, c'est-à-dire un avis, on va dire, provisoire, à la manière des sceptiques, qui serait pas encore définitif. Je peux émettre quelques hypothèses basées sur mes lectures de Foucault, par exemple, qui a joué un certain rôle dans la déconstruction, même si historiquement ça serait plutôt Derrida l'initiateur officiel de cette horreur apparente. Je dis bien apparente car je ne suis pas dogmatique et que j'accepte toujours de remettre en question un avis donné. Disons que le petit jeu philosophique insistant auquel s'est livré Foucault a consisté à déterminer les rapports de pouvoir, les relations de pouvoir responsables des normes édictées en société de façon historique, et qu'il a développé une forme de relativisme historique amenant à déconstruire tout repère stable au niveau anthropologique, servant à décrire ce qui serait la norme, ou même l'humanité, puisqu'il en a fait une simple abstraction vide, mais ça j'en ai déjà parlé ailleurs. Il a déconstruit la raison, il a déconstruit la notion d'humanité. Donc il y a aussi cette idée selon laquelle la répression, notamment au niveau carcéral, ferait plus de mal que de bien. Et puis toujours cette volonté de remettre en cause la légitimité des institutions, des normes. Je vais pas me prononcer là-dessus ici, hein, je dis pas s'il a raison ou tort. Mais en tout cas, dans le cadre d'une société libérale libertaire qui fut celle des années de Foucault, et dont notre époque néolibérale porte encore les stigmates, il y a cette perte de repères que je considérerais quand même comme tragique, c'est-à-dire que l'homme ne sait plus qui il est ou ce qu'il doit faire, car il ne peut plus s'appuyer sur des valeurs plus anciennes ou disons transcendantes qui ont été déconstruites car relativisées dans leurs prétentions. Il y a aussi l'existentialisme de Sartre et celui de Beauvoir, malheureusement mal compris et déformés par des militants d'ailleurs, souvent, qui a sans doute joué un rôle, puisque la théorie du genre qu'on assimile souvent à la déconstruction, je précise que je ne parle pas de la déconstruction au sens de Derrida, mais dans le sens où on l'entend habituellement aujourd'hui,
prétend que le lien entre biologique et genre social est inexistant ou très peu présent, ce qui se trouve en germe chez Simone de Beauvoir tout de même, dans la mesure où elle considérait que l'homme et la femme étaient des entités culturelles, donc non exclusivement biologiques, et reposant sur des constructions. Mais bon, voilà un bref aperçu des polémiques engendrées par ce genre de penseurs. Il faudrait aussi voir en quoi Deleuze et Derrida ont joué un rôle clé dans la French Theory, importée en Amérique, et qui nous revient de plein fouet dans la poire depuis un certain nombre d'années maintenant, mais ça sera l'objet de mes recherches ultérieures. Pour ma part, si je devais me prononcer, je dirais que le principal souci de la déconstruction, c'est l'absence d'alternative au modèle que l'on entend déconstruire, car trop arbitraire ou limité historiquement, on peut éventuellement toujours essayer de leur donner raison là-dessus, que ce soit dans la façon de représenter l'homme ou la femme, ou bien de penser l'autorité ou les normes sociales, mais je ne crois pas que l'homme seul avec lui-même puisse arriver à se repérer sans un semblant de transcendance ou de principe qui ne soit pas de simples caprices passagers, et je pense que c'est là que la philosophie peut nous sauver et nous guider, la spiritualité au sens large d'ailleurs. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un avis provisoire et je verrai plus tard si je change d'avis, je ne suis pas un idéologue. Et pour ce qui est du côté bavardage dont parle Chomsky, eh bien, il n'y a qu'à essayer de comprendre Deleuze ou Derrida pour voir de quoi il veut parler. Leur style est bien souvent verbeux et très compliqué. Malheureusement, les philosophes contemporains sont souvent dans l'excès de conceptualisation, je trouve, ce qui les rend souvent indigestes. Ensuite, j'ai deux questions de Ludol. Y a-t-il des sujets problématiques thèmes que tu préfères à d'autres en philosophie? Lesquels? Y a-t-il des philosophes, types de philosophes que tu préfères? Lesquels? Eh bien justement, les philosophes que je préfère sont les moins bavards, autrement dit ceux qui conceptualisent de façon précise et large à la fois, sans pour autant renoncer à être compris. Autrement dit, je préfère toujours n'importe quelle page de l'œuvre de Schopenhauer, Pascal, Sioran ou même Nietzsche, dont je n'ai pourtant jamais été un fervent adepte, que certains traités de Descartes, Kant, Hegel ou Husserl. Non pas que ces auteurs-là n'aient pas d'intérêt, mais j'ai plus un rapport utilitaire à leur œuvre que un rapport passionné ou un rapport de plaisir, même si une fois venu à bout de la phénoménologie de l'esprit à l'époque où je terminais mes études, je me sentais grandi après. Pour ce qui est de mes thèmes de prédilection, il y a deux grands domaines qui me passionnent en philosophie, c'est la métaphysique et la philosophie politique. Ce sont les deux domaines sur lesquels j'ai le plus travaillé à ce jour, l'intelligible et le spirituel d'un côté, le terrain de la vie concrète, organisée et temporelle de l'autre. En termes de notions, outre la vérité et ce qui a trait à la philosophie politique, j'avoue avoir un faible pour la notion de travail, qui est sur le terrain de la philo-politique et aussi de l'éthique d'ailleurs. Je n'ai pas forcément grand-chose d'intéressant à dire là-dessus, mais je suis toujours passionné quand je me replonge avec mes élèves dans les grandes thèses de Smith, de Hegel ou de Marx sur la question. La notion de valeur du travail et la manière dont elle a pu être perçue ou pensée jusqu'à aujourd'hui me passionne à titre personnel. Sinon, tout ce qui a trait au bonheur et à l'existence me passionne énormément, car c'est là que la philosophie nous est le plus immédiatement utile et pratique, je trouve. C'est d'ailleurs toujours une bonne entrée en matière en début d'année pour les élèves. Je trouve que tout ce qui est philosophie de l'histoire est une branche injustement délaissée et passionnante également. Elle rejoint d'ailleurs la métaphysique et la politique, qui sont mes deux domaines favoris en philosophie. Sinon, à part ça, tout le reste m'intéresse à différents degrés. Même si j'ai mes préférences, je crois que rien ne me paraît véritablement inintéressant en philosophie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette vidéo est déjà bien longue, car j'ai eu beaucoup de questions cette fois-ci, et je tiens à tous vous répondre, donc je vous propose qu'on fasse une pause et que l'on se retrouve plus tard dans la suite de cette FAQ qui va sortir simultanément sur la chaîne peu de temps après. Donc rassurez-vous, si je ne vous ai pas répondu, c'est que je vais le faire dans la vidéo suivante. Il faut en profiter, car si j'avais 100 000 abonnés, je ne pourrais pas me le permettre. A bientôt pour la suite.